Alexandre, il est bien angoissé par la fin du monde. Il a beau regarder dehors pour voir si ses voisins ne sont pas devenus des zombies, il regarde des chaînes d'information pour essayer de se rassurer. Heureusement pour Alexandre, il a pensé à se faire un stock de 500 000 boîtes de conserve d'haricots rouges. Ces délicieuses conserves, quel régal, en plus quand c'est froid. Alexandre ne tiendra pas longtemps. La boîte de conserve, c'est le coffre-fort alimentaire de ton placard. Elle est là, entre les raviolis, le thon, les knacky balls et une boîte de petits pois qui attend son heure depuis ton dernier déménagement désorganisé, où tu as perdu la moitié de ton bordel. Aujourd'hui, tu l'ouvres en quelques secondes. Parfois avec une languette, parfois avec un ouvre-boîte, parfois tu n'arrives juste pas à l'ouvrir et tu décides de crever de faim. Et tu trouves ça normal. Alors qu'en vrai, cette boîte métallique est une petite révolution industrielle, déguisée en cylindre de haricots verts. Dans les années 1960, l'ouverture facile se développe avec les canettes à languette. L'un des grands noms derrière cette idée, c'est Hermal Ernie Fraser. Son système de languette est breveté au début des années 1960, avec un brevet majeur déposé en 1963 et accordé en 1966. Grâce à ce genre d'innovation, on passe de «je dois ouvrir cette boîte et croisons les doigts» à «clac, c'est réglé». Le sommet du confort moderne, ne plus risquer un combat au couteau avec une conserve pour se punir avec du maïs. Avant ça, il fallait un ouvre-boîte. Et le détail absurde, c'est qu'il arrive bien après la boîte. Comme quoi, il faut parfois galérer longtemps avant de se faciliter la vie. En 1870, William Lyman brevette un ouvre-boîte à roue rotative. On se rapproche du principe moderne, même si le modèle vraiment familier, avec une meilleure prise sur le bord de la boîte, arrivera plus tard comme ton vieux grand-père. Avant ça, en 1858, Ezra Warner avait déjà breveté un ouvre-boîte plus brutal, avec une lame qui découpe le couvercle. Pratique, mais ambiance surgelée de guerre sur une boîte de lentilles saucisses. Et avant l'ouvre-boîte, on ouvrait parfois les conserves au marteau et au burin. Oui, pour manger, il fallait attaquer la boîte comme si elle avait personnellement insulté ta grosse mère. Les premières boîtes métalliques étaient épaisses, lourdes, et pas franchement pensées pour le pique-nique du dimanche avec ton Tilly. La conserve existait, mais l'expérience utilisateur était encore légèrement médiévale. Au 19e siècle, la conserve devient progressivement un produit industriel. En France, une étape importante se joue à Nantes. En 1824, Pierre-Joseph Collin ouvre, rue des Salorges, une usine de conserve. Son produit emblématique, la sardine à l'huile. Oui, la petite boîte de sardines que tu manges comme un clodo sur du pain grillé quand tu as la flemme de préparer quelque chose, c'est aussi un morceau d'histoire industrielle française. C'est français. Mais Nantes n'est pas le vrai départ de la boîte métallique, contrairement au petit beurre lu. Avant Collin, il y a l'Angleterre. En 1812, Peter Durand vend son brevet à Brian Donkin et John Hall. Eux développent la production dans des récipients en fer étamé, c'est-à-dire en fer blanc, l'ancêtre direct de la boîte de conserve métallique. L'armée et la marine s'y intéressent rapidement, parce que quand tu pars plusieurs mois en mer, ton vrai problème, ce n'est pas le dressage de l'assiette, c'est d'éviter de choper une méga chiasse avec des aliments vieux de 2 semaines. Juste avant ça, en août 1810, Peter Durand obtient en Angleterre un brevet pour conserver des aliments dans différents récipients. Verre, poterie, thon daron, étain ou d'autres métaux. C'est une étape décisive. La conservation ne dépend plus seulement du verre. Elle peut passer par le métal, plus solide, plus transportable, plus rangeable dans ton stock pour la fin du monde, plus adapté à la guerre, à la mer, à ta sœur, au commerce. Mais cette idée ne commence pas avec une boîte métallique. Elle commence avec des récipients en verre. Bien plus fragile, comme ton cousin Jordan, mais déjà fermé et chauffé. En France, Nicolas Appert cherche comment conserver des aliments plus longtemps. En 1795, son principe est simple, placer les aliments dans un récipient fermé hermétiquement, puis les chauffer. En 1802, il crée une fabrique pour produire ses conserves. C'était surtout des bouteilles ou bocaux en verre, proches des bouteilles de champagne, mais avec un goulot élargi comme ton voisin, pour pouvoir y mettre des aliments. Ce n'est pas l'invention du principe, mais le passage à une production organisée. En juin 1810, il publie son ouvrage sur l'art de conserver les substances animales et végétales. Son procédé prendra le nom d'apertisation. Appert ne connaît pas encore toute l'explication scientifique moderne. Les microbes et pasteurs arrivent plus tard. Mais il a compris l'essentiel. Fermer, chauffer, conserver, manger c'est mort. Avant la boîte de conserve, évidemment, les humains savaient déjà conserver les aliments. Et non pas conserver les humains en aliments bien sûr. Ils les séchaient, les salaient, les fumaient, frappaient leurs petits frères, les mettaient dans le vinaigre, dans le sucre, dans la graisse, ou les laissaient fermenter. L'humanité avait déjà tout un arsenal anti-pourriture, excepté concernant la politique. Mais ces méthodes changeaient souvent fortement le goût, la texture et parfois l'aliment lui-même, surtout s'il était humain. La boîte de conserve, ce n'est pas juste un cylindre oublié dans ton placard. C'est 2 siècles d'armée, de marine, d'industrie, de brevets, de sardines, d'ouvre-boîtes, de darons qui savent pas quoi faire à manger, et de confiseurs français. Tout ça pour que ton grand-oncle Joseph puisse dire « j'ai cuisiné », alors qu'il a juste chauffé un cassoulet acheté en promo à Lidl. Donc la prochaine fois que tu ouvres une boîte, tu pourras penser à ton cousin Jordan,